Bien, on approche de la conclusion de cette formidable journée Family Business Forum qui a duré cet après-midi autour d'un mot, grandir. Grandir une affaire de famille. Grandir, c'est pas grossir. Ça nous a été dit plusieurs fois par Hermès ou par plusieurs entreprises qui sont venues témoigner et que je remercie vraiment d'avoir eu le courage d'accepter notre invitation. Parfois, c'est pas facile de prendre la parole sur ces sujets d'entreprise familiale et je crois qu'on peut démontrer au travers de cette journée que la tribune, en tout cas, est là pour essayer de faire témoigner les entrepreneurs et les entreprises sur ces sujets qui ne sont pas toujours faciles. Alors, pour en parler aujourd'hui, nous allons parler cet après-midi de rajeunir, la jeune génération d'actionnaires, une chance, un risque. Pour en parler, nous avons Caroline Poissonnier, qui est directrice générale du groupe Baudelaire Environnement. Bonjour Caroline. Bonjour. Sylvain Prévost, qui est le président de Génération Daher, groupe Daher. Bonjour. Et vous êtes tous les deux membres du FBN pour ce qu'on appelle le comité NextGen. NextGen, exactement. NextGen. Et à ma droite, Claire Chabrier, vous êtes présidente de France Invest, notamment. Bonjour Claire. Bonjour. Alors, peut-être on va commencer par le cas de Sylvain Prévost, de Daher, pour essayer de montrer les différences finalement de génération. Vous êtes la 5e génération, mais vous en êtes déjà la 7e génération de la famille Daher. 650 cousins, 400 actionnaires, et vous présidez le conseil de famille d'une certaine façon. Vous êtes pourtant très jeune, vous avez 33 ans, je crois, 38 ans, pardon, et j'ai mal écrit. Et c'est quoi le job finalement? C'est de créer la cohésion, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente membre d'un collectif? Oui, alors c'est intéressant ce que j'ai écouté tout à l'heure, Monsieur Leclerc, qui racontait que dans les entreprises familiales plus jeunes en termes de génération, les valeurs, la culture, ça s'apprend soit en faisant du vélo dans les usines, soit à table, en famille. Sauf que quand on est 650 cousins, il faut une très grande table et ça s'organise. Et donc c'est le rôle de l'association familiale Génération Daher, qui a été créée en 94, donc on va fêter nos 30 ans, et qui a été mise en place par la génération précédente, à un moment où la famille devenait tellement grande qu'il a fallu l'organiser et séparer finalement assez proprement les 3 cercles du logo du FBN, la famille d'un côté, l'actionnaire de l'autre et l'entreprise familiale, et éviter, comme on me racontait dans les générations précédentes, qu'on parle du week-end à Porquerolles lors du conseil d'administration de l'entreprise. Donc on a essayé Donc moi je m'occupe d'organiser les grandes organisations, événements familiaux, mais aussi d'engager toute la jeune génération à travers des événements comme des week-ends très jeunes, des week-ends jeunes. Et voilà. Et donc moi je préside un conseil d'administration de 7 cousins, et puis on a un comité d'orientation d'une 30aine de cousins bénévoles, dont le but c'est de les faire contribuer à faire vivre cette association, partager les valeurs et vivre l'esprit Daher. Alors Daher, c'est une entreprise qui a 160 ans d'existence. Vous êtes passé des bateaux aux avions, mais vous êtes dans le monde du transport. C'est votre raison d'être, les déplacements. Comment est-ce que vous arrivez à créer une affectio societatis, comme on dit, entre toute la famille, autour d'un projet d'entreprise, dans un monde qui est en pleine transformation? L'entreprise va à l'international, notamment aux États-Unis, très fortement. Comment est-ce qu'on arrive à générer des rendez-vous, des moments d'échange et puis de la confiance? Je pense déjà il y a un affectio familiae, donc je pense qu'il y a l'amour d'être Daher ou la fierté d'être Daher, et donc ça c'est un peu indépendant de l'entreprise familiale. C'est vraiment moi ce que j'anime, la richesse qu'on a au sein de la communauté des cousins Daher. Et puis ensuite on anime aussi l'affectio societatis, et notamment je vous donne un exemple très concret, mais ces dernières semaines j'ai organisé un week-end jeune avec les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, et on a amené 25 jeunes dans le sud-ouest de la France faire du surf pour qu'ils fassent la fête et s'amusent ensemble, mais ensuite visiter l'usine de Tarbes où on fabrique des avions et des pièces d'avion pour qu'ils soient au contact. Encore une fois, ils n'ont pas eu tous la chance de faire du vélo dans l'usine, donc on les amène au contact de l'usine. Mais dans les conseils d'administration au niveau de la holding, moi je suis aussi au conseil de surveillance de la holding, de la même manière on se retrouve une fois par trimestre et une fois par an on organise ces réunions sur un site de l'entreprise familiale pour s'assurer qu'on garde un lien fort entre finalement l'actionnaire et l'entreprise. C'est aussi un moment d'échange entre les managers et la famille actionnaire, parce que lors des visites on rencontre des managers et le but c'est de créer du lien. C'est vraiment un sujet essentiel pour nous. Alors on recevait l'année dernière Patrick Daher qui est en train de céder les rênes, qui a cédé les rênes à quelqu'un qui n'est d'ailleurs pas membre de la famille, qui dirige aujourd'hui le groupe.
Est-ce qu'on pense déjà la nouvelle génération, parce que c'est notre sujet, est-ce que c'est un sujet de prendre un jour la suite, réinventer Daher avec un Daher ? Ben, c'est super intéressant parce qu'encore une fois, quand on parle de transmission, chez nous, on parle de transmission au sein des 3 cercles. Et en fait, c'est même plus complexe que ça parce que Patrick Daher a transmis la direction générale du groupe, mais est resté président du conseil d'administration et il reste un vrai challenge pour remplacer celui qui a fait le développement du groupe Daher ces 30 dernières années, ne serait-ce qu'en tant que président du conseil. Donc ça, c'est au sein de la direction. Et puis au niveau de la holding, c'est encore plus fort parce que finalement, on a une très belle cohésion actionnariale aujourd'hui dans la famille, mais qui est due notamment au fait qu'on a une confiance absolue dans un capitaine d'industrie qui a développé le groupe pendant 30 ans. Donc on a un vrai sujet de transmission aussi au niveau des actionnaires pour arriver à recréer un nouveau système. On ne remplacera jamais Patrick Daher, mais qu'on arrive à réinventer une gouvernance qui permette de poursuivre cette aventure pour de nombreuses années. Vous parliez de l'équipe des cousins qui aujourd'hui est autour de vous. Vous travaillez sur un nouveau plan quinquennal, hein, c'est une des actualités. 2023, ça va être une année importante. Chaque 5 ans, comme beaucoup d'entreprises sans doute, vous travaillez sur le long terme. Et comme on parle d'entreprise familiale, c'est ça. Est-ce que c'est qui va définir la stratégie finalement ? Comment est-ce que vous organisez cette réflexion stratégique ? Alors c'est une bonne question et encore une fois, comme on a 3 cercles, l'association familiale, la holding actionnariale et l'entreprise, on a 3 plans stratégiques depuis le dernier plan stratégique. Donc chacun des 3 cercles a son propre plan stratégique avec des liens extrêmement forts évidemment les uns avec les autres. Si on s'intéresse plus à la partie business, les actionnaires donnent un grand cadre de plan stratégique. Notamment, un des grands cadres qu'on s'est donné, c'est de garder le contrôle de l'entreprise. Donc, tout projet qui nous ferait perdre le contrôle, notamment capitalistique, est hors sujet d'un point de vue opérationnel. Donc, on donne un cadre et ensuite, ce sont les équipes Daher qui, elles, proposent un plan stratégique et qui est bien sûr validé par le conseil d'administration et les actionnaires. Mais voilà, on a un lien très fort finalement entre actionnaires, famille et entreprise dans ces réflexions-là. Je termine avec vous sur ce mot stratégique. Vous avez la BPI qui est dans votre capital. C'est une entreprise dans l'aéronautique, donc dans une époque où tous ces sujets sont évidemment clés dans la création de valeur et le changement évidemment du monde, dans le transport aérien en particulier. Est-ce que ça influe le fait que l'État, quelque part, d'une certaine façon, la puissance publique soit à votre capital, ou c'est une force ? Moi, je suis assez distant. Je suis pas administrateur du groupe au niveau familial, donc je peux pas j'ai pas assez de vision pour aller dans le détail. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été une force incroyable pour Daher. C'était en 2009, je crois, quand BPI est rentré au capital. C'était pour faire une très grosse acquisition d'une usine d'Airbus basée à Tarbes et qui nous a permis de prendre une autre dimension. Donc ça vous a permis de grandir. Exactement, pas de grossir, mais voilà, en tout cas grandir. Et puis on a déjà racheté une partie du capital de BPI. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a une vraie volonté ça marche bien, ce partenariat. Et donc, si ça peut se continuer, tant mieux. Merci beaucoup de votre franchise et tous vos mots. On reviendra peut-être avec vous dans le débat sur des échanges aussi sur la nouvelle génération et qu'est-ce qu'on peut leur transmettre. Mais on va écouter un autre exemple avec Caroline Poissonnier. Donc, on s'est vu hier dans les Hauts-de-France. On ne se quitte plus. Vous êtes la dirigeante avec votre frère de Baudelaire Environnement. Et alors vous, il n'y a pas 400 actionnaires, il y en a 4. Voilà. Alors comment ça marche ? Donc il y a vos parents, il y a mes parents, mon frère et moi. Voilà, exactement. Et alors, il y en avait 5 au début de l'année. Comment vous avez organisé oui, votre grand-père qui est disparu l'année dernière, donc vous n'êtes plus que 4 à diriger aujourd'hui, dont 2 dirigeants opérationnels. Comment vous vous organisez et comment vous faites pour ne pas vous engueuler ? Ah, ça c'est une bonne question. La première réponse, c'est une séparation des rôles assez nette et claire et expliquée à tout le monde. Nous, si on doit schématiser, on en a parlé tout à l'heure, c'est mon frère est vraiment dedans maintenant, donc c'est vraiment lui le patron opérationnel de l'entreprise au quotidien avec une vision plutôt court terme. Et puis moi, je vais plutôt être sur le volet dehors demain, sur les réseaux, la gouvernance, la stratégie, la vision, etc. et de préparer l'avenir et la pérennité du groupe. Donc ça, c'est vraiment 2 axes complètement différents. Et puis une des clés, c'est la communication. Je pense que voilà, quand on est forcément sur des missions différentes, il faut réussir à un moment à se retrouver, puisqu'on ne vit pas les mêmes choses, on ne vit pas l'entreprise de la même façon. Et du coup, on partage beaucoup. On partage même le même bureau, comme ça au moins on se croise le matin. Et puis on a un thérapeute de couple, comme m'appelle mon frère, un coach, voilà. Et mon frère aime l'appeler thérapeute de couple. Que vous voyez que tous les deux. Que tous les deux, exactement. Parce que vous avez aussi un coach personnel. C'est ça. On a 3 chacun. Coachs. C'est ça. Ça donne du boulot pour les coachs en fait. Comme modèle. Il en faut quand même. L'idée c'est d'avoir chacun nos zones de
de développement personnel, entre guillemets, et d'avoir une personne qui ne nous connaît qu'à deux et qui nous aide aussi à prendre des décisions là où il peut y avoir des flottements. Parce que dans notre entreprise, on a l'habitude de dire demi-décision égale emmerde au carré. Et à un moment, quand on a du mal à prendre une décision, c'est l'entreprise qui en pâtit. Et du coup, c'est vraiment important de savoir se dire les choses. Et vous l'avez dit, je travaille avec mon frère, donc avec le fils de mes parents, avec le parrain de ma fille au quotidien. Enfin, je vous explique, voilà, une entreprise familiale comme on les aime. Non, j'ai connu aussi. Voilà. Et du coup, à un moment, se dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on voit pas les choses de la même façon, c'est pas si évident que ça, en fait. Alors, vous avez une autre thérapie de couple, de fratrie, c'est les daims. Oui, Racontez l'histoire des daims. C'est pas vraiment. Là, on parlait d'affection. DAIM. DAIM, oui. Des petits animaux charmants. On expliquait qu'effectivement, on était tombé dans la marmite de l'entreprise familiale quand on était petit, puisque on est sur un grand écoparc. On travaille dans le traitement et la valorisation des déchets, donc on a beaucoup de place. Et quand mon grand-père s'est installé dans les Hauts-de-France, exactement. Tout proche de la frontière. Tout à fait. Et quand mon grand-père s'est installé sur le site, il a mis des daims, puisque le daim est un animal qui ne vit pas en milieu pollué. Et donc, il voulait montrer à la population qu'il n'allait pas polluer les terres et donc que les daims allaient vivre sur les terrains. Et donc, tous les dimanches, avec mes parents, mon grand-père, on allait donner... c'est l'histoire du vélo, c'est un peu ça, on n'était pas en vélo, mais on allait donner du pain rassis aux daims et c'était la balade de famille du dimanche et on passait dans les installations, etc. Et c'est quelque chose qu'on a reproduit puisqu'on le fait avec nos enfants maintenant. Et donc... voilà, comment on donne envie aux enfants, c'est aussi de leur montrer quel est leur patrimoine et qu'est-ce qu'ils peuvent... voilà, est-ce qu'ils ont envie de s'impliquer. Donc, madame, messieurs, achetez un daim, ça peut toujours servir. Ou un couple de daims, c'est encore mieux. Oui. Vous prenez un coach. Pour terminer peut-être l'échange avec vous, avant de parler avec Claire, sur la préparation de la suite, parce qu'on est sur les nouvelles générations. Vous avez des enfants, chacun vous et votre frère. Jean-Baptiste a 2 enfants. C'est ça. Vous avez Caroline a 2 enfants. C'est ça. Comment vous voyez la suite, sachant que c'est peut-être encore très tôt, ils sont très jeunes. Ils sont encore jeunes, tout à fait, mais on veut leur donner le goût de l'entreprise, cet affectio societatis dont on parlait, surtout sans leur faire porter de poids ou d'obligation. Ça, c'est vraiment quelque chose que nos parents ont réussi avec nous, de nous donner le goût de l'entreprise, mais de nous laisser faire nos choix, nos envies, nos études. Et puis, à un moment, on rejoint ou on ne rejoint pas. Par contre, Jean-Baptiste et moi, on travaille. Notre stratégie, ce qu'on met en œuvre dans l'entreprise au quotidien, c'est en imaginant qu'un jour, ils auront envie de nous rejoindre. Et donc, on essaie de créer des branches de diversification, de relais de croissance, pour qu'un jour, s'ils veulent faire médecin, coiffeur ou instit, ils seront les plus heureux des hommes et des femmes, ou journalistes. Voilà, pas de problème avec ça. Mais en tout cas, si un jour, ils en ont et les compétences et les capacités et l'envie, surtout, on parlait beaucoup d'envie, ils puissent avoir des branches différentes et un panel d'activités sans qu'il y ait un os à ronger et qui, des cousins, va pouvoir avoir... le Graal suprême de diriger l'entreprise familiale. Donc c'est un peu comme ça qu'on travaille et qu'on prépare, en leur donnant l'envie, en essayant de leur donner l'envie, mais surtout sans leur dire que c'est ce que tu feras plus tard. Claire Chabrier, alors sans transition, parce qu'évidemment, vous représentez ici l'industrie financière, une industrie importante, celle du capital investissement qui se décline en plusieurs... capital risque, capital développement, vous pouvez nous expliquer un peu ça, mais surtout nous dire, donc, qu'est-ce que représente votre industrie par rapport aux investissements dans les entreprises familiales, combien vous en avez en portefeuille, et puis qu'est-ce que vous observez dans les transformations, ces entreprises, on l'a dit, elles sont en train de grandir, on veut faire grandir des PME en ETI, on veut plus d'ETI, est-ce que la contribution de la finance peut être plus importante ? Sachant que, je termine juste là-dessus, vous n'êtes pas le grand méchant loup, mais les fonds, parfois, rentrer dans le capitalisme familial, c'est pas toujours facile. Donc il faut montrer patte blanche, comme dirait le loup dans la fable. Oui, alors déjà, on va parler de partenaires financiers. Ah bien. Quand on va replacer ce mot-là par contre, si vous me le permettez. Donc effectivement, pour vous rappeler, donc je préside France Invest. France Invest regroupe l'ensemble des acteurs du capital investissement français. Donc ce sont plus de 400 adhérents aujourd'hui qui accompagnent des startups, des PME et des ETI en France. Donc c'est
pas loin de 8000 entreprises accompagnées sur l'ensemble du territoire et dans des secteurs très divers et variés parce qu'on est à peu près équilibré entre l'industrie, le numérique, les biens et services de consommation et la santé. Donc c'est assez large. Moi, je me retrouve très bien dans ce que vous avez exprimé sur plusieurs des mots d'ailleurs que vous avez utilisés parce que notre métier finalement, c'est de financer. Vous avez parlé du financement de votre croissance et notamment d'être là en accélérateur dans certains moments de vie de l'entreprise. Donc, on n'a pas forcément raison d'être à tous les moments de vie de l'entreprise ou des projets du dirigeant. Mais il y a certains moments où ça fait du sens, notamment quand on veut accélérer sa croissance. C'est une des raisons qui fait qu'on va arriver dans le paysage et notamment en accompagnement des entreprises familiales. Une autre raison, ça peut être aussi une réorganisation du capital, parce que dans les entreprises familiales, il y a aussi des moments où les familles souhaitent réorganiser leur capital, et c'est à ce moment-là qu'on peut organiser la liquidité, voilà, sortir ceux qui ne veulent pas rester, sortir un certain nombre d'actionnaires, et donc c'est à ce moment-là qu'on peut arriver. Aujourd'hui, je pense qu'on a quand même une chance, enfin les entrepreneurs ont une chance extraordinaire en France, c'est d'avoir une industrie du capital investissement très large, très profonde, et c'est pas le cas dans tous les pays en Europe, et qui aujourd'hui donne de la diversité d'accompagnement. C'est-à-dire, je dis toujours qu'on soit une start-up, une PME, une ETI, quel que soit son secteur, normalement, on doit pouvoir trouver chaussure à son pied ou investisseur sur mesure, puisque c'est ce qu'on fait, du sur mesure. Et on a cet écosystème qui est très dense en France pour faire donc à la fois soit ce financement d'accélération de croissance, soit de réorganisation de capital. Ça, c'est notre premier ingrédient, le financement. Notre deuxième ingrédient, c'est l'accompagnement. Parce que quand on arrive dans une entreprise, l'idée, justement, c'est de mettre à disposition... Vous êtes un peu un coach aussi. Exactement. C'est pour ça que je me disais que je me retrouvais très bien dans ce que vous exprimiez tous les deux. On est un peu un coach de sportifs de haut niveau. Parce que c'est ce que sont les dirigeants qu'on accompagne et c'est ce qu'on les encourage aussi à être. Mais on les accompagne, donc on partage des objectifs collectifs, hein, parce que quand on arrive en fait, et notamment en tant qu'actionnaire minoritaire, parce que je rappelle qu'une entreprise sur deux dans les entreprises que nous accompagnons, ce sont des opérations minoritaires, donc finalement d'entreprises familiales. Donc c'est de définir un certain nombre d'objectifs, de les partager, et puis surtout de se retourner vers son futur partenaire financier pour bien comprendre ce en quoi il va pouvoir nous aider en tant qu'entrepreneur. Et ça va d'ailleurs aider à le choisir, puisqu'aujourd'hui on a la possibilité d'avoir de la diversité et de s'assurer quand on choisit son partenaire financier qu'on choisit le bon. Par rapport aux attentes qu'on en a. Et là encore, d'une entreprise à une autre, les attentes peuvent être différentes. Donc il faut bien choisir le type d'accompagnement qu'on souhaite faire. Et juste pour finir, le troisième ingrédient, et puis je vais mais notre troisième ingrédient, c'est du temps long. Parce qu'en réalité, on reste dans les entreprises qu'on accompagne en moyenne entre 5 à 7 ans. Alors parfois, ça peut être un autre actionnaire financier qui prend la suite. Mais aujourd'hui, et ça c'est parfois une crainte de l'entreprise familiale et qui est tout à fait compréhensible, c'est j'ai fait rentrer à un moment de la vie de mon entreprise un partenaire financier, mais j'ai peut-être pas forcément envie qu'il soit là pour les 30 prochaines années. Donc comment je le ferai sortir? Et aujourd'hui, il y a des moyens. C'est un peu comme un divorce contractualisé, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on le sait. Quand on arrive au début, on écrit effectivement un pacte d'actionnaires et on sait qu'on va sortir. Voilà, on se donne des règles de vie communes. On sait qu'on va sortir. Bon, ça se passe jamais comme on avait prévu, mais ça, c'est la vie de l'entreprise, c'est normal. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on sortira et qu'on pourra pas et qu'on restera pas pendant 30 ans dans l'entreprise. Donc ça se prévoit aussi, ça s'anticipe. Et là encore, on a des entreprises, des actionnaires, dirigeants d'entreprises familiales qui parfois nous disent « Bon, moi, c'est très clair, je vous remplacerai de telle ou telle façon, soit en vous rachetant, soit en faisant venir d'autres types d'investisseurs. » Et puis finalement, une acquisition de taille plus importante arrive 5 ans plus tard et
on se fait effectivement remplacer, mais l'actionnaire familial décide que c'est une bonne opportunité, donc décide d'ouvrir un peu plus son capital. Tout ça pour dire que rien n'est écrit, rien n'est figé, mais aujourd'hui on a les moyens, en tout cas, on a les outils en France d'avoir de la souplesse par rapport à la sortie de ce partenaire financier. Donc on doit se féliciter d'avoir cette industrie de la gestion du capital investissement. Et vous avez fait des études pour mesurer justement la performance Oui. du fait d'avoir un fonds ou pas un fonds à son capital. Est-ce que, très rapidement, parce qu'on a quelques minutes, vous donnez quelques chiffres de ces études, parce que c'est un gros travail que vous avez fait. Oui. Alors, on aime bien les chiffres, hein, donc on fait plein d'études. Effectivement, on voit que les entreprises qu'on accompagne grandissent plus vite que le reste de l'économie. Effectivement, on a fait une étude en partenariat avec Inuo Stratégique pour mesurer la croissance d'un nombre d'entreprises dans différents secteurs. On a étudié une trentaine d'entreprises, PME et ETI, et on les a comparées, chacune de ces entreprises, à un pool d'entreprises concurrentes qui n'étaient pas accompagnées par les fonds. Et on a regardé ça sur une période de 10 ans. Donc assez longue, pour mesurer la croissance des entreprises qu'on accompagnait versus celles qui n'étaient pas accompagnées par un partenaire financier. Effectivement, ce qu'on a vu en croissance annuelle, c'est que c'était 14% de croissance versus 8% de croissance pour des entreprises non accompagnées. Mais ça encore, ça s'explique. C'est par ce travail en fait d'accompagnement et puis de challenge, c'est-à-dire qu'on est une sorte de sparring partner en fait du dirigeant. On est là justement pour le challenger parfois, jouer un peu le rôle de poil à gratter, mettre à disposition nos réseaux, nos expertises en termes de croissance. Donc ça peut être de la croissance externe, parce que quand on est une entreprise française et qu'on fait sa première croissance en dehors de France, par exemple, c'est pas toujours facile. Et c'est peut-être plus simple d'être accompagné par quelqu'un qui en a déjà fait 10, 15, 20, 30. Donc ça fait partie de notre rôle. Et ça explique pourquoi finalement ces entreprises que nous accompagnons font plus de croissance. Alors aujourd'hui, elles ont beaucoup d'autres enjeux aussi, de transformation, de digitalisation, de décarbonation. Et ça, c'est aussi un rôle qu'on joue dans l'accompagnement. Avec les besoins de fonds propres probablement qui vont nécessiter des changements capitalistiques dans toute l'économie. Peut-être pour terminer, on arrive à la fin. Je sais que vous avez un train. Merci d'être venu déjà de loin nous voir cet après-midi. Peut-être Sylvain et Caroline, sur le rôle next-gen du FBN, sur vraiment, votre témoignage, je pense qu'il va être regardé par beaucoup d'entreprises familiales qui pourront ou pas se retrouver dans vos expériences. Chaque cas est différent, on l'a vu cet après-midi, mais qu'est-ce que, finalement, au sein du FBN et de façon générale, vous avez envie de transmettre à ces jeunes générations d'actionnaires qui se posent la question de est-ce que j'y vais pas? Caroline, la première. Moi, si je devais résumer un mot, c'est vraiment réseau. C'est de pouvoir rencontrer des jeunes qui vivent exactement les mêmes problématiques que nous. Reprendre ou ne pas reprendre ou diriger une entreprise familiale, en fait, on n'a pas pléthore de personnes qui vivent les choses à la fois positives et négatives de l'entreprise familiale. Et à un moment, se retrouver entre nous, même si les business n'ont rien à voir, de pouvoir échanger, lâcher, écouter des expériences, c'est juste très, très riche. Et moi, ça me donne une niaque et une envie de continuer et d'avoir cette épaule-là quand même. C'est important. Sylvain, c'est la niaque au FBN? C'est la niaque au FBN, ça c'est sûr. C'est la fête aussi, c'est plein de choses, c'est beaucoup d'expertise. Moi, je retiendrai une chose, c'est qu'au moment où je me suis intéressé à l'entreprise familiale, plutôt sur le tard, enfin en tout cas, j'avais 25 ans environ, c'est le moment où ma famille, et je ne les remercierai jamais assez, est rentrée au FBN. Et en fait, ça m'a permis de grandir en interne dans les organes de gouvernance de la famille, en même temps que je me formais au sein du FBN, en participant à des événements avec plein d'autres familles et plein d'autres... voilà. Parce que devenir actionnaire, ça s'apprend. Ça s'apprend, je pense, oui. Il y a une posture d'actionnaire qui est loin d'être oui, bien sûr que ça s'apprend. Et puis après, il y a être actionnaire responsable aussi. Et puis, il y a tous les... En fait, ce que ça veut dire en termes de... Je sais pas, en fait, on l'a dit tout à l'heure, chaque entreprise est spécifique. Et en même temps, on partage beaucoup de choses en commun. Et donc, d'échanger avec les expériences des autres, c'est d'une richesse absolue. Et donc, d'avoir un réseau comme ça qui a été créé par les familles, pour les familles, en mode associatif, pour moi, ça n'a pas eu de valeur, en tout cas, ces dernières années. Caroline, le mot de la fin à votre coach. Qu'est-ce qu'il vous a dit, votre coach, ce matin? Je ne le vois pas tous les jours non plus. Alors, hier,
Quand c'est la dernière fois que vous l'avez vu, mais il vous a non, dit quoi? Question piège, on n'a pas dû Question préparer. piège, non, je sais pas. Non, j'ai plutôt envie de reprendre le mot de mon grand-père parce que c'était coach. tous les dimanches. Ça va bien à l'entreprise? Alors nous, on le faisait un petit peu enragé, on disait rien ne va mal. Alors, il râlait un petit peu. Et puis la deuxième question, c'était tu t'entends bien avec ton frère? Faut t'entendre avec ton frère. Hein. Promets-moi de toujours t'entendre avec ton frère. Et ça, c'est ce que j'en retiens. Et la famille, pour moi, c'est ça. C'est rigolo, je me permets juste, mais nous, Patrick Daher, il organise plus rien du tout sur les jeunes, mais en tout cas, il venait témoigner auprès des jeunes générations. Et le message fort, c'est vous n'avez pas le droit de vous disputer. Parce que vous êtes nombreux, mais la pérennité de l'entreprise, des collaborateurs et de tout ce qui se passe dépend d'un actionnariat qui est fort et qui dépend d'une famille qui est soudée. Et donc, ce qu'on porte aujourd'hui dans l'association familiale, c'est de faire en sorte que les gens se connaissent et on essaye de ne pas se disputer. Je peux pas dire mieux. Nickel. Très belle conclusion. On pourrait citer la phrase de Éric de Seine, le patron d'Hermès, dont la grand-mère disait « Hermès, c'est votre terre. » Et ça nourrit. Merci à tous. Merci.